Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Je vais donc commencer ce cours sur ce qu'on appelle le speckle et les étoiles artificielles. Alors c'est une vision ultrasonore du speckle et des étoiles artificielles. Il y a le même type de vision qui existe aussi en optique au niveau de ce qui s'appelle les étoiles artificielles pour apprendre à autofocaliser un faisceau correctement, mais vous verrez qu'il y a des particularités qui viennent de l'acoustique qui font qu'on a des possibilités que n'a pas l'optique. Et après mon cours, il y aura une conférence faite par Arnaud de Rode, qui est professeur à l'université Denis Diderot et qui est dans notre institut Langevin, qui vous parlera des milieux aléatoires, mais moi je vais parler de diffusion simple, parce que c'est le régime qui domine en imagerie médicale, mais lui vous parlera de diffusion simple, de diffusion multiple et de théorie des matrices aléatoires pour vous montrer à nouveau comment le fait d'être en acoustique et de maîtriser parfaitement l'amplitude et la phase des signaux dans le domaine temporel sur un large spectre ouvre des possibilités étonnantes de sortir une cible cachée dans du bruit, mais le bruit peut être un bruit de diffusion multiple. Et vous verrez que ce sont des possibilités qui n'existent pas encore en optique, tant qu'on ne maîtrise pas les fronts d'onde et tant qu'on ne peut pas faire les processing qu'on fait, nous, en acoustique. Alors, je vous rappelle, parce qu'il y a des gens qui sont nouveaux et qui ne connaissent peut-être pas les principes de l'imagerie échographique que j'avais expliqués sérieusement la semaine dernière, je vous rappelle que dans les images échographiques, lorsqu'on a ce réseau piézoélectrique de transducteurs qui fait une image en faisant de la formation de voix, c'est-à-dire il apprend à focaliser en tous les points de l'image et il écoute les échos, on découvre que les images ultrasonores sont truffées de bruit. On voit les contours des organes, voilà un rein, voilà un foie, mais on reconnaît partout ce bruit omniprésent qui vient du fait que lorsque vous envoyez un faisceau d'ultrasons, les obstacles qui renvoient des échos ne sont pas très souvent des beaux réflecteurs spéculaires, comme des plans entre deux organes ou des parois, mais sont plus souvent des milliers de petits diffuseurs de toute petite hétérogénéité très faible, qui sont des diffuseurs qui se comportent comme des diffuseurs de relais, c'est-à-dire de taille plus petite que la longueur d'onde, et ces milliers de diffuseurs ne sont pas résolus. Dans la tâche focale de votre instrument, il y en a beaucoup, et donc la somme de tous ces diffuseurs donne un bruit, et ce bruit est représenté dans ces images. De temps en temps, on voit des zones sombres. Là, on voit bien qu'il n'y avait pas de diffuseur. C'est la coupe d'une artère, donc ça, on le voit bien. Mais ces diffuseurs, ce speckle, dominent dans les images échographiques. Vous verrez d'ailleurs dans mon dernier cours sur l'imagerie multi-ondes que c'est grâce à ce speckle qui bouge qu'en le traquant, on peut filmer le passage dans le corps humain d'ondes de cisaillement et d'ondes qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Mais je vais revenir sur ce speckle. Ce speckle, vous vous rappelez que, par définition, en échographie, on a un réseau de transducteurs piézoélectriques à qui on fait émettre un faisceau avec des retards entre chaque élément transducteur, un faisceau qui est focalisé. Et d'autre part, vous vous rappelez qu'en échographie, on émet des signaux très brefs. On n'est pas du tout dans un régime monochromatique où on envoie des sinusoïdes, mais on envoie des signaux brefs. Et donc, lorsqu'on envoie des signaux brefs, on peut regarder ce concept que j'appelais le concept de volume isochrone, qui est, lorsque vous appliquez le principe du Huygens à tous ces petits points qui émettent ici, vous tracez des arcs de cercle centrés sur tous les points qui sont là, et vous regardez un arc de cercle de rayon CT à un instant τ1 où il est. Et vous voyez que tous ces arcs de cercle forment une moustache. Je vous avais montré un film qui fait qu'à un instant T1 donné, toute l'énergie du pulse que vous avez envoyé est répartie sur cette moustache. Elle est plus forte au centre que sur les bords, mais elle va partout. Et puis à un autre instant, par exemple au temps qu'on appelle le temps focal, au moment où vous atteignez le point focal, eh bien, vous allez avoir
la cible qui est là va donner un écho très fort, et les cibles à côté vont donner des échos moins forts, mais on peut avoir dans les moustaches beaucoup plus de cibles qu'au centre. C'est-à-dire que la somme de tout ça, c'est une somme de petits diffuseurs situés aux positions Rn, et chaque diffuseur a une réflectivité que j'appelle alpha n. Et j'avais expliqué que c'était les variations de compressibilité qui vous donnaient les réflectivités. Donc, on peut considérer qu'à chaque instant, quand on écoute ce qui revient, ça revient d'une moustache et de la répartition aléatoire des diffuseurs. Ça, c'est si on avait émis un pulse qui était un Dirac infiniment fin. En vérité, on émet un pulse qui bave un peu dans le temps, et donc il faut faire baver les moustaches pour voir quelle est l'épaisseur de la zone touchée à chaque instant qui renvoie des échos. Et alors, on peut faire une théorie que je ne vais pas détailler ici, mais qui est très simple en disant: quand vous envoyez un signal EDT, qui est le signal d'entrée qui va exciter tous les transducteurs qui émettent de façon courbe pour focaliser, ce que vous recevez à un instant donné, ça va être tous les échos qui viennent d'un volume isochrone, mais étalé sur le temps delta tau, qui est le temps de votre émission. Et donc, vous allez compter le nombre de positions Rn situées dans ce milieu. Et pour chaque position, chaque diffuseur renvoie un écho. Et chaque écho, c'est ce qu'on appelle une fonction, une réponse impulsionnelle de diffraction. Elle dépend de la position Rn, elle dépend du temps. Et vous allez faire ici une somme de tous ces alpha n, c'est le poids de chaque diffuseur, que multiplie les réponses de chaque diffuseur. La réponse d'un diffuseur au centre n'est pas la même que la réponse sur les bords. Quand il y a un diffuseur qui est pile au point focal, la réponse est très brève, parce que les temps qu'il faut pour revenir sur votre front, comme vous êtes juste à la distance focale, sont très brefs. Quand le diffuseur est placé là, sa réponse bave dans le temps et est beaucoup moins ample. Et on peut faire une somme et on peut calculer l'écho qui est donné par ça. Et ça, c'est un bruit. C'est le bruit que vous sortez de votre réseau de transducteurs piézoélectriques quand vous avez fait un tir dans une direction. Et ce qu'on présente dans l'image échographique, habituellement, ce n'est pas ce bruit. Ce bruit, on l'appelle le signal RF. Il contient toutes les modulations et donc tous les détails temporels. Mais dans un échographe, on en présente son enveloppe. C'est-à-dire qu'on lisse ce bruit et on présente l'enveloppe. Et c'est cette enveloppe que, dans l'image que vous avez là, on présente sur chaque ligne, c'est l'enveloppe qu'on voit. Et cette enveloppe a des petits grains qui apparaissent. Et de temps en temps, il y a des échos un peu plus forts. Ça, c'est une image d'enveloppe des signaux échographiques. Donc, maintenant, d'où vient ce speckle ? Ce speckle vient du fait que dans votre faisceau, ici j'ai présenté un transducteur focalisé. En fait, c'est un ensemble de transducteurs piézoélectriques qui émettent avec la bonne courbure et qui reçoivent avec la bonne courbure. Quand vous émettez ça, vous recevez en fait une somme de tous ces petits diffuseurs. Alors, ou vous faites une approche impulsionnelle, et ici j'ai considéré que j'émettais un signal bref, ou alors vous faites, comme en optique, une approche monochromatique, c'est-à-dire vous considérez que l'onde que vous avez envoyée est sinusoïdale. Et dans ce cas, vous allez avoir à sommer toutes les sinusoïdes qui viennent de chaque diffuseur, et chaque sinusoïde est déphasé d'une distance qui dépend de la position de votre diffuseur. Et donc, quand vous avez plein de diffuseurs dans une cellule de résolution, si vous translatez après ce transducteur et si vous changez la focale, vous allez faire une image comme ça, où vous allez voir tous ces petits grains. Et pour comprendre le signal quand on est en régime monochromatique, il suffit de se dire que le signal qu'on reçoit là, c'est une espèce de somme de tas de sinusoïdes qui ont toutes des phases aléatoires. Et quand vous avez une sinusoïde, vous savez que vous pouvez représenter une sinusoïde dans ce qu'on appelle le plan de Fresnel, comme un petit vecteur qui a une direction et un angle donné par la phase, et une amplitude, c'est le module. Et si vous avez une somme de tas de petits phaseurs répartis de façon aléatoire, si vous cherchez à trouver le module, c'est-à-dire la règle du parallélogramme appliquée à tous ces petits déphaseurs, vous regardez ce que vaut l'amplitude. Et comme on fait un tirage au sort de toutes ces petites directions, puisqu'ici j'ai plein de diffuseurs tirés de façon complètement aléatoire, on peut se préoccuper quelle est la distribution de probabilité de l'amplitude de ce vecteur. Et quand on fait l'hypothèse que toutes les phases sont aléatoires, eh bien, on sait qu'il y a une loi qui est une distribution, qui est la distribution de Rayleigh, qui vous dit que la distribution des probabilités de l'amplitude du signal, et ici c'est l'amplitude du signal que vous voyez sur une ligne, cette distribution vérifie cette loi qui est une distribution de Rayleigh. Et vous voyez cette distribution ici, qui est la densité de probabilité en fonction de la valeur de l'amplitude, et vous voyez qu'il y a une valeur moyenne pour cette amplitude, et vous voyez qu'il y a un écart type. Et pour les distributions de Rayleigh, le rapport entre
valeur moyenne et écart type, vaut 1,91. Et en gros, si vous analysez une ligne échographique, si vous mesurez la valeur moyenne de la brillance et l'écart type, vous trouverez 1,91. C'est très bien respecté. Pour nos amis opticiens qui étudient le speckle en optique, ce n'est pas 1,91 qu'ils voient, c'est 1 habituellement, parce qu'ils n'étudient pas le module du champ, mais ils étudient le carré du module, parce qu'en optique, on est sensible à l'intensité et non pas à l'enveloppe. Et donc, en optique, on obtient 1 pour le speckle. Alors, juste quand vous avez ça vous donne la distribution des probabilités de vos grains de speckle qui entachent toutes les images d'échographiques. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la statistique du premier ordre, que j'ai décrit ici, dans la valeur moyenne et là. Mais on peut maintenant s'intéresser à la statistique du deuxième ordre. Quelle est la distance entre deux grains? Quelle est la distance moyenne entre deux grains? Et pour ça, si on est en régime monochromatique, on peut faire un tout petit peu de théorie. On peut se dire qu'on a un réseau de transducteurs piézoélectriques qui focalise. C'est comme une lentille qu'on a créée en faisant émettre chaque élément avec un déphasage astucieux. Et quand on connaît ce qui s'appelle le champ dans le plan ouverture, on appelle ça l'ouverture O de x0, y0, si j'ai deux coordonnées, ici j'en montre qu'une, on peut essayer de prévoir quel est le champ de pression dans le plan focal. Et on fait ça tout simplement en appliquant le principe du Huygens, qui dit que c'est la somme de toutes les ondelettes émises par tous les points de l'ouverture que multiplie des exponentielles JKR sur R. Et on fait cette somme pour tous les points x0 et on regarde comme ça le champ qu'on obtient dans ce plan. Et R, c'est la distance entre n'importe quel point source et n'importe quel point d'observation, x, et c'est donné par ça. Quand on a le champ représenté comme ça, on peut faire une approximation qui est très utile chez nous, qui est l'approximation de Fresnel. Si la distance focale est nettement plus grande que les tailles des ouvertures, ici ça ne se voit pas, mais si on fait l'approximation, on peut dire que R, au lieu d'être une racine carrée, s'écrit avec un Z que multiplie x moins x0 carré sur 2z. Ça, c'est quand vous remplacez racine de 1 plus alpha par 1 plus alpha sur 2. Et quand vous faites ça, vous pouvez revenir là-dessus et vous pouvez voir que le champ de pression qu'on obtient dans ce plan, comparé au champ d'émission, le champ d'émission est là, le champ de pression est là, ça s'exprime à une constante de proportionnalité près, comme O de x0, y0, que multiplie maintenant les exponentielles JKR sont remplacées par J alpha x moins x0 carré, où alpha c'est pi sur lambda z, et on a cette écriture. Et puis il y a des termes devant, mais qui sortent de l'intégrale, et que j'oublie. Donc le champ qui est là se représente comme ça, et ça, mathématiquement, c'est une convolution de la fonction d'ouverture que j'ai dans le plan d'émission, et de ce qu'on appelle le noyau de Fresnel, où alpha c'est pi sur lambda z, où z c'est la distance focale. Et quand vous mettez une ouverture focalisée ici, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez une fonction qui a une certaine ouverture, ça peut être une fonction rectangle, ça vous donne la taille de l'ouverture, ou une fonction cercle, et un déphasage pour faire une lentille. Et le déphasage, en fait, c'est moins J alpha, où alpha est là. Et quand vous faites ça, le résultat de tout ça, c'est que le champ qu'on observe ici, c'est la transformée de Fourier du champ qui est là, et vous observez ça, et c'est très habituel. Donc ça, c'est le champ d'illumination, c'est le champ de pression. Mais quand vous faites de l'échographie, je vous avais expliqué qu'on focalise à l'aller et que si on a une cible, on va aussi focaliser au retour. C'est-à-dire que quand on fabrique un écho, on génère à la fois le champ de pression focalisé, qui est la transformée de Fourier de cette ouverture, mais on le génère au carré, aller et retour. Et donc, en gros, ce qui est intéressant pour avoir le diagramme de directivité, c'est de prendre P carré. Ici, on a un sinus cardinal, et le P carré, c'est un sinus cardinal au carré qui est positif, et qui est un peu plus fin que ça. Ça, donc, c'est en fait la point spread function de votre appareil d'échographie. Et quand vous faites de l'échographie, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre ouverture centrée au point x0, c'est un certain nombre de transducteurs qui focalisent, vous émettez et vous rencontrez une réflectivité. C'est tous ces diffuseurs. Et vous pouvez assimiler ces diffuseurs à un miroir aléatoire, R de x. Et vous savez que s'il y avait juste un point, vous émettez à l'aller P de x moins x0, et puis vous allez écouter les échos. Et puis après, vous allez translater votre ouverture. Et l'opération que vous allez faire, c'est de faire un tir, puis un autre tir, puis un autre tir, et chaque fois d'écouter le bruit qui revient. Or, le bruit, on peut le considérer, le volume isochrone plein de diffuseurs, on peut le considérer localement comme un miroir aléatoire, R de x, qui est une réflectivité, qui est une fonction aléatoire. Et cette fonction aléatoire, elle va avoir une covariance, ou une fonction de corrélation spatiale, RR de x2, x1, qui va vous dire si d'un diffuseur à l'autre,
c'est complètement indépendant ou s'il y a une certaine longueur de corrélation. Et quand vous émettez ça, et que vous translatez pour faire votre image, qu'est-ce que vous faites? L'écho, en fonction de x0, c'est l'intégrale de p carré x moins x0 carré, c'est le champ d'émission et de réception focalisé, que multiplie la réflectivité. Et quand vous voyez la fonction écho en fonction de la position x0, ça n'est rien d'autre que p carré, le champ d'aller-retour focalisé, convolué par la fonction r de x0. Et r de x0, c'est un bruit. Et quand vous avez ça, vous allez vous poser la question, quelles sont les corrélations spatiales des échos pour trouver la taille des grains? Et pour faire ça, le problème que vous allez avoir à calculer, c'est quelle est la fonction de corrélation spatiale entre l'écho pris à la position x1 et l'écho pris à la position x2. C'est l'écho de x1 multiplié par l'écho star de x2 moyenné sur des réalisations. Et vous cherchez ça. Or, cette fonction de corrélation spatiale de l'écho dépend de la fonction de corrélation spatiale des diffuseurs. Les diffuseurs, eux, ont une fonction de corrélation spatiale qui, si les diffuseurs sont incohérents, cette fonction s'écrit sigma 2 delta de x2 moins x1. Ça veut dire que j'ai des diffuseurs répartis de façon aléatoire, indépendants les uns des autres. On appelle ça du speckle incohérent, complètement incohérent. Il n'y a pas de... Et c'est comme ça que ça se présente dans le corps humain. Donc, vous avez un milieu complètement incohérent, vous focalisez et vous écoutez. Et là, et vous voulez trouver ça. Et ça va vous donner les corrélations spatiales du speckle. Et là, il y a un théorème de théorie du signal très connu par tous. Quand vous avez une boîte noire qui est linéaire et invariante par translation, ça peut être un circuit électronique. Quand vous rentrez un signal E de t à l'entrée de votre boîte et que vous regardez le signal de sortie de la boîte, si cette boîte est linéaire et invariante par translation suivant le temps, le signal de sortie, c'est le signal d'entrée convolué par quelque chose qui s'appelle la réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle, c'est ce qu'on obtient si on mettait une distribution de Dirac à l'entrée, on aurait une réponse impulsionnelle. Cette écriture est universelle dans toutes les boîtes noires linéaires et invariantes par translation. Mais maintenant, quand vous avez une boîte noire dans le domaine temporel, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe quand je rentre un bruit dans la boîte? Pas un signal déterministe, mais un bruit. Et si je rentre un bruit, et si ce bruit a des corrélations temporelles, par exemple, je rentre un bruit blanc. Si je rentre un bruit blanc, la fonction de corrélation de mon bruit blanc sera un Dirac, c'est-à-dire qu'il n'a aucune mémoire. Que vaut le signal de sortie? Le signal est aussi un bruit. Même si la réponse est déterministe, E étant un bruit, le signal est un bruit. Donc, que vaut la fonction de corrélation du bruit de sortie par rapport à la fonction de corrélation du bruit d'entrée? Eh bien, il y a un théorème universel qui vous dit que la fonction de corrélation du bruit de sortie entre T1 et T2, si je compare les signaux, eh bien, c'est la fonction de corrélation du bruit d'entrée convoluée par, suivant T1 par H de T1, la réponse impulsionnelle, et convoluée par H de moins T2. Ça, c'est un théorème d'électronique que tout le monde utilise. Quand on rentre un bruit blanc dans un circuit électronique, le bruit sort coloré. Il n'a plus le même spectre, il n'a pas un spectre infini, il a un spectre limité par la réponse impulsionnelle. Maintenant, ce même théorème s'applique dans le domaine de l'espace. Ici, rappelez-vous l'écho. Qu'est-ce que c'était qu'un écho? L'écho, que j'enregistre en fonction de la position x0, c'est la réflectivité qui est un bruit, convoluée par une fonction, une réponse impulsionnelle qui est p carré de x0 carré, qui est un sinus cardinal au carré. Eh bien, si je connais les fonctions de corrélation de mon bruit ici, je peux en déduire les fonctions de corrélation de mes échos. Et en appliquant le même théorème, je peux dire que ici, si R de x, c'est ma réflectivité, qui est random, qui est aléatoire, si je sais que ma boîte noire a une réponse temporelle qui est le carré de la largeur du faisceau, l'écho s'écrit comme ça. Et je peux automatiquement en déduire que la fonction de corrélation des échos entre la position x2 et x1, c'est la fonction de corrélation du bruit de mes diffuseurs, qui va être un Dirac delta de x2 moins x1, convolué par p carré ici. C'est la même chose que là. Et quand j'applique ça dans notre cas de figure, je me rappelle que si j'ai bien focalisé, j'ai un sinus cardinal, c'est la tâche focale. Si je rajoute que ça, c'est comme ça, ben je trouve que la fonction de corrélation des échos s'écrit comme ça. Et ça, c'est une fonction qui ressemble beaucoup à un sinus cardinal au carré et qui a en fait comme taille, en gros, la taille de la tâche focale. Quand vous convoluez deux sinus cardinal au carré, ça ressemble d'ailleurs beaucoup au même sinus cardinal au carré. Et ça vous donne la taille du speckle. Les grains de speckle ici, spatialement, bon, ici, je ne suis pas tout à fait en x, j'ai mis une courbure, mais la taille des grains de speckle, c'est cette fonction. Donc ça, c'est la théorie standard des grains de speckle. Et alors, vous voyez ici deux choses.
Ça, c'est une image, c'est des vieilles images. C'était une image à l'époque où les appareils étaient moins bons, mais c'était une image sur un patient qui n'avait pas d'aberration. C'est-à-dire qu'on focalisait bien, la vitesse du son était correcte, et si vous mesurez la taille des grains de speckle, vous trouverez la taille de la tache focale attendue par la théorie de la diffraction. Là, quand on a un patient dans lequel il y a une couche de graisse un peu forte, les faisceaux vont être défocalisés quand même, et les grains de speckle deviennent plus gros. Et on le sent déjà sur l'image des grains de speckle, tiens, ils ont l'air d'être plus larges que dans l'autre cas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas corriger. Et donc, pour comprendre comment on peut corriger ça, il faut aller à une étape après. Il faut se dire, je vous ai expliqué l'origine du bruit de speckle. J'émets, j'écoute l'écho, je translate, j'émets, j'écoute l'écho, je translate, et puis je regarde mon image et j'ai ce bruit de speckle. Maintenant, je vais aller vers un théorème très important, qui est un théorème connu en astronomie et en optique, qui s'appelle le théorème de Van Citter-Zernick. Et je vais vous montrer la chose suivante. Si on fait une analyse plus originale de la focalisation, on prend un réseau de transducteurs piézoélectriques et on focalise sur une zone. On reste sur cette zone et on écoute les échos. Et tous les échos qui viennent de cette zone qui est pleine de diffuseurs, on va les écouter les uns à côté des autres. On les met dans des mémoires. Mais au lieu de les retarder et de les sommer pour faire un écho final, ce qui était l'étape qu'on appelle de focalisation en réception, que je vous ai expliqué la semaine dernière, au lieu de faire ce qu'on appelle le beamforming en réception, on ne fait rien. On regarde juste ces échos. Et on se dit, est-ce qu'ils se ressemblent? Et on se pose la question, j'ai focalisé et je regarde les bruits qui reviennent. Et je voudrais mesurer leur fonction de corrélation spatiale. Je voudrais voir si ces bruits se ressemblent. Donc je veux comparer cette fois-ci l'écho reçu d'une distribution à l'écho d'à côté, reçu d'une distribution. Ce n'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure, où je translatais des ouvertures. Ici, je focalise et j'écoute en statique tous mes échos. Et donc, on se rappelle une chose intéressante. Quand vous regardez les franges Young avec deux petits trous qui laissent passer de la lumière, vous savez qu'il faut que la lumière qui passe dans les deux trous soit cohérente entre les deux trous pour qu'elle puisse donner lieu à des franges. Et vous savez qu'avec un faisceau laser, pas de problème, on envoie un faisceau laser, les deux trous émettent des belles sinusoïdes et on voit des belles franges. Mais vous savez que si vous regardez la lumière qui vient du Soleil, la lumière qui vient du Soleil, c'est une lumière qui est complètement incohérente quand elle sort du Soleil. C'est tous les atomes qui se désexcitent avec aucune relation de phase entre chaque atome. Donc quand la lumière part du Soleil, elle est incohérente. Est-ce que quand la lumière arrive devant ces deux trous, elle est incohérente? Si elle était incohérente, il n'y aurait pas de frange. Et on serait dans ce cas de figure. Et en fait, vous savez que si la distance entre ces deux trous est inférieure à 0,8 mm, la lumière qui vient du Soleil, qui pourtant au départ était incohérente, quand elle passe dans les deux trous, elle a acquis de la cohérence. Ça veut dire qu'il y a une relation très claire. Et même si vous avez le Soleil vu de loin, si les deux points ici sont à 0,8 mm, vous voyez des franges. Et ça a été très bien compris par Zernick, Van Citter, qui ont compris la chose suivante. Même quand vous avez une source qui émet une lumière incohérente, complètement, un speckle complètement incohérent, quand une onde se propage à travers l'opérateur de propagation des ondes, elle acquiert une cohérence en se promenant. Parce que la fonction de corrélation spatiale du champ ici peut être parfaitement un Dirac, une distribution de Dirac, mais à cause du propagateur, qui lui ne peut pas propager toutes les fréquences spatiales, au fur et à mesure de la propagation, l'onde acquiert de la cohérence. Et vous pouvez mesurer cette distance, c'est d'ailleurs comme ça qu'on mesure le diamètre des étoiles, en regardant à quelle distance il faut entre deux trous pour voir des franges. Et c'est très utilisé. Mais vous allez voir que c'est très intéressant chez nous. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On focalise. Si on focalise bien dans un milieu parfait, quand vous avez une ouverture, vous créez une tache focale qui est un sinus cardinal, si vous focalisez à une dimension. Ce sinus cardinal a une largeur qui dépend de la longueur d'onde, de la distance focale et de la taille de l'ouverture. Maintenant, imaginez que là-dedans, j'ai plein de petits diffuseurs aléatoires. Ces diffuseurs me renvoient du bruit. Donc j'ai une source qui n'est pas une étoile, c'est une étoile qui est éclairée par une fonction sinus cardinale, et j'écoute toutes ces ondes qui reviennent. Et dans le plan où j'ai focalisé, j'ai ce qu'on appelle le champ de pression incident, qui dépend de la distance z, z c'est la distance focale, et qui dépend de x.
Maintenant, ici, ce milieu, c'est comme un petit miroir aléatoire. Donc, ce qui sort de ce plan, qui revient vers l'arrière, avant de repartir juste, c'est ce que j'appelle le champ scattering. À la distance z, c'est l'onde incidente que multiplie la réflectivité. Et mon miroir, lui, R de x, est aléatoire. Et je me pose la question, quand je connais ce champ qui est là, et je peux même calculer sa fonction de corrélation spatiale à ce champ, qu'est-ce qu'elle devient quand elle arrive là? Et là, je peux émettre, et quand je fais cette manip, c'est tout à fait étonnant, quand vous focalisez dans du bruit de speckle, ici, il y a des tas de diffuseurs complètement aléatoires, si vous regardez ce qui revient sur chaque transducteur, regardez, vous avez l'impression de sentir la courbure. C'est pourtant un bruit qui vient ici. Je n'ai pas une cible, un beau point qui me renvoie un écho qui serait idéal pour le retournement temporel, j'ai une distribution de cibles. Eh bien, je vois que j'ai un bruit, mais ce bruit a l'air d'avoir quand même une courbure, et je sens qu'il y a une certaine corrélation entre deux voisins. Si je compare le signal là et son voisin, ils sont presque les mêmes à un décalage près. Ils ne sont pas parfaitement les mêmes. Ce n'est pas un signal qui serait tout blanc, où il y aurait la même intensité dans toutes les directions, mais je vois ça. Et quand je vois ça, je peux m'amuser à comparer ce que je reçois au transducteur X1 et au transducteur X2. Et puis je peux m'amuser à regarder ce que je reçois sur le transducteur X1 plus 1 et X2 plus 2. Et je peux, pour un décalage entre X1 et X2 que je fais changer, faire la moyenne pour voir quel est le degré de corrélation de ce champ. Et si je fais ça, on va voir qu'il y a une fonction universelle qui apparaît. Alors pour comprendre ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire le champ diffusé qui revient, c'est le champ incident que multiplie la réflectivité. Maintenant, que vaut la fonction de corrélation du champ qui revient en marche arrière, du champ scattering? Cette fonction de corrélation, comme P scattering, c'est le champ incident que multiplie R de x, il suffit de faire le produit de cette fonction en x1 et le produit de cette fonction en x2 avec un star. Comme la fonction de corrélation de R de x, c'est un delta de xe moins x1, je retrouve ici sigma delta de x2 moins x1, P incident, x1, x2. Ça, c'est la fonction de corrélation du champ qui quitte l'ouverture. Elle est marquée par le champ incident et elle est marquée par le random du milieu. Maintenant, cette distribution va se repropager sur une distance z. Donc, quand je la reçois au niveau de ma barrette, je reçois les échos. Et les échos, c'est le champ qui est là, convolué par exponentielle j alpha x2. Vous vous rappelez ma transformée de Fresnel qui me fait passer de ce plan à ce plan. Et donc, si je veux regarder, en rappliquant mon joli théorème de théorie du signal, ce que vaut les fonctions de corrélation du speckle, ce sera ça, convolué par xj alpha x1 carré par xj alpha x2 carré. C'est exactement le théorème que je vous ai montré. Et je peux faire le calcul ici. Comme j'ai du x2 moins x1, parce que j'étais complètement incohérent, ça fait que x1 et x2 sont les mêmes ici. Et donc ça, si je pousse un peu le calcul, ça me dit que la fonction de corrélation des échos, elle peut s'écrire comme le champ incident suivant une variable x1 que multiplie x moins j alpha x2, x moins j alpha x2. Excusez-moi, oui, et x ici, c'est la différence entre x2 moins x1. Et si je regarde ce que c'est, je trouve le théorème de Van Sitter-Zernike qui me dit que quand j'ai éclairé un milieu incohérent par une fonction qui éclaire le milieu, qui est la fonction qui est un sinus cardinal, ce qu'on appelle la fonction d'illumination, eh bien, je trouve que les fonctions de corrélation, c'est la transformée de Fourier du carré du champ incident. Comme j'avais un sinus cardinal comme champ incident, le carré du champ incident, c'est sinus cardinal au carré, et la transformée de Fourier du sinus cardinal au carré, c'est un triangle. Et je trouve deux choses. Je trouve que la fonction de corrélation en amplitude, si je compare le point x1 à x2, ça décroît comme une fonction de triangle qui est là. Et je trouve ici que la courbure apparaît, le terme de phase apparaît ici. Et quand j'ai ça, je peux l'exploiter. J'ai ma fonction de corrélation des échos qui revient. Cette fonction de corrélation des échos a un module qui est la transformée de Fourier du champ incident, c'est un triangle. Et si je fais la manip, quand je calcule les corrélations, si je compare une ligne à l'autre et je regarde comment les corrélations chutent, je trouve physiquement un triangle. C'est-à-dire, quand j'analyse ces signaux, je trouve un triangle. Et je trouve un triangle qui a comme largeur la largeur de l'ouverture qui a focalisé. C'est-à-dire que si vous avez bien focalisé dans votre milieu, quand vous écoutez tous les échos qui reviennent, le bruit, si vous mesurez les corrélations spatiales, c'est une fonction triangle qui a la largeur qui décroît sur une taille qui est égale à l'ouverture qui a focalisé. Bon, ça c'est quand j'ai bien focalisé. Maintenant,
qu'est-ce qui se passe quand vous avez un milieu où il y a un aberrateur? Ici, une couche de gras qui va faire que l'image va être mauvaise. Eh bien, si vous essayez de focaliser dans ce milieu, et si vous écoutez les corrélations des échos, vous allez trouver un triangle. Mais ici, si vous croyez bien focaliser dans un milieu où il y a un aberrateur, vous focalisez mal à cause de l'aberrateur. Et la transformée de Fourier du champ incident ne sera plus un triangle, elle deviendra beaucoup plus étroite. Et ici, si vous avez une barrette de transducteur et un aberrateur qui ressemble à une couche de graisse, et ça arrive quand même chez beaucoup de patients dits difficiles, le faisceau, quand vous émettez votre loi de retard, au lieu de vous donner un beau faisceau qui a une tête de sinus cardinal, il vous donne ça. Donc, si maintenant vous avez plein de diffuseurs là-dedans, et si vous écoutez tous les échos de ça, vous voyez que tous les échos de ce bruit, vous croyez avoir bien focalisé, mais vous voyez que les échos du bruit, ils sont plus sur une belle courbure. Et en plus, si vous commencez à mesurer les fonctions de corrélation spatiale, c'est-à-dire vous comparez la voie numéro 21 et la voie numéro 41, et la voie numéro 22 et 42, et puis après vous resserrez et vous calculez les corrélations, ce ne sera plus le beau triangle que vous avez si vous focalisez bien. Et en fait, juste pour vous rappeler ce que fait un aberrateur, quand vous le mettez devant un transducteur qui focalise, au lieu de vous donner la transformée de Fourier de l'ouverture, qui était un beau sinus cardinal, qui était là, si vous mettez un aberrateur qui a une loi de phase qui défocalise le faisceau, votre ouverture d'émission, au lieu de s'écrire une fonction rectangle que multiplie exponentielle moins j alpha x0 carré, qui était la loi d'une lentille, il faut multiplier ça par la transmittance, qui est le déphasage dû à la lentille. Et comme vous observez dans le plan focal la transformée de Fourier du produit, vous n'obtenez plus la transformée de Fourier d'un rectangle qui était un sinus cardinal, mais vous obtenez la transformée de Fourier de O de x que multiplie votre aberrateur, la transmittance de l'aberrateur. Et en fait, si votre aberrateur a des modulations rapides, si vous regardez non pas le champ de pression, mais le carré du champ de pression, vous trouvez la transformée de Fourier de ce qu'on appelle d'un triangle, puisque c'est l'ouverture qui est un rectangle, on prend la fonction de corrélation, mais qui est multipliée aussi par les corrélations de l'aberrateur. Et en fait, c'est quelque chose que vous connaissez. Si vous avez un aberrateur qui a 3 bosses importantes, dans l'ouverture, la tâche focale, au lieu d'avoir la taille qu'elle avait, elle sera en gros 3 fois plus grosse. Parce qu'en fait, le champ ne restera cohérent que sur la taille d'une bosse, et ce ne sera pas toute l'ouverture qui va permettre d'additionner de façon cohérente les signaux, mais ce sera juste sur la bosse. Et donc, quand vous introduisez un aberrateur, vous savez que le résultat, c'est une défocalisation. Et au lieu de créer un beau champ de pression qui va être un sinus cardinal, vous allez créer un champ à travers l'aberrateur qui aura cette tête. Alors, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que vous pouvez le voir sans mettre un hydrophone dans le corps humain. Ce n'est pas pratique de mettre un hydrophone pour mesurer une tâche focale. Si vous avez bien focalisé dans le corps humain, quand vous écoutez les échos, vous savez que vous avez fait une belle tâche focale, vous comparez les échos. La fonction de corrélation, c'est un triangle. Magnifique. Et le triangle, ici, il fait 32, c'est-à-dire qu'il chute au bout de 32 éléments, c'est-à-dire qu'il y avait 32 éléments qui ont participé à la focalisation. Ça, je sais que mon système a bien focalisé. Pourtant, personne n'était là pour me mesurer la tâche focale, mais il suffit que je prenne la transformée de Fourier de ça pour trouver la taille de la tâche focale. Je la prends à distance. Maintenant, si j'ai mal focalisé, parce qu'il y avait un aberrateur, si mon faisceau est comme ça, mais si je compare les signaux sur chaque diffuseur, ils sont pas bien corrélés. Et le théorème de Van Citter-Zernick me dira que la fonction de corrélation, c'est la transformée de Fourier de ce champ. Et elle sera beaucoup plus fine. Et je vais voir, oh là, ma transformée de Fourier, je vais tout de suite voir que les corrélations chutant 3 fois plus vite que là, c'est qu'en gros, j'ai élargi 3 fois mon faisceau. Je n'ai même pas besoin de me poser de questions, je le mesure comme ça. Mais quand je me mesure, je peux aller plus loin. Je peux me dire, est-ce que, en éclairant un milieu qui n'est que de la diffusion aléatoire, mais de la diffusion simple, ici, je rappelle bien par rapport à ce que va raconter Arnaud, où il parlera aussi de diffusion multiple, quand j'exploite tout ce bruit qui revient, qui a l'air incohérent et qui a gagné de la cohérence, je vous avais dit qu'il y avait 2 choses dans le bruit. Il y avait l'amplitude, si je regarde la fonction de corrélation, son amplitude, c'est un triangle. Mais je vous avais dit qu'il y avait aussi la phase, c'est-à-dire que la fonction de corrélation, qui va consister à prendre 2 traces et à les translater l'une par rapport à l'autre pour voir quand est-ce qu'il y a le max de corrélation, elle va vous permettre d'avoir une idée de la courbure. Si le milieu était homogène,
je mesure une courbure et j'ai automatiquement cette courbure. Ici, c'est le temps. C'est des temps mesurés avec une horloge précise. Ici, c'est l'espace mesuré avec une horloge précise. Je trouve la courbure temporelle. Et cette courbure temporelle me donne exactement la vitesse du son dans mon milieu. Ça, c'était un milieu homogène. C'est plus compliqué quand le milieu n'est pas homogène. Parce que maintenant, regardez ce que j'ai. J'ai ça et je ne sais pas quoi en faire. Et là, soit j'essaye de trouver une courbure en faisant des corrélations entre voix pour trouver la courbure, mais regardez ici, ce n'est pas évident de sortir une corrélation qui va vous donner une loi de retard pour focaliser. Alors se pose le problème suivant. Et là, c'est intéressant de voir comment le retournement temporel peut se mélanger à tout ça. Retournement temporel et speckle. Reparlons d'un aberrateur placé à une certaine distance. Et imaginons qu'au lieu d'avoir du speckle ici, c'est-à-dire des diffuseurs, j'ai juste une cible, mon petit fil de nylon ou alors un tout petit hydrophone qui pousse son petit cri. Tout va bien. Comment apprendre à focaliser à travers cet aberrateur qui est une couche de graisse? Je dis à cette cible, émet une onde, elle émet une onde qui est distordue, je la capte, je la mets dans les mémoires, et cette onde peut être très compliquée, ça peut être une structure en 3 lobes parce qu'il y avait 3 zones, et je vois une structure assez compliquée. Et ça ne s'assimile pas juste à un front d'onde, c'est plus compliqué, il y a aussi des choses compliquées qui apparaissent ici. Quand je prends ça, je peux le prendre et le retourner temporellement. Si je le retourne temporellement, tout va bien, je renvoie ça, et ça refocalise. Si j'ai réémis ça à l'envers, ça refocalise. Et si je mesure avec un hydrophone le faisceau quand j'ai envoyé le retourné temporel de la fonction de Green, j'ai appris exactement ce qu'il fallait pour focaliser pile poil à mon point. Mais évidemment, ça s'appelle avoir trouvé la fonction de Green de ce point, et une fois que je la retourne temporellement, elle focalise, comme je l'avais expliqué dans les autres cours. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas un diffuseur. Donc, j'avais 2 méthodes dont je vous ai parlé dans le cours numéro 3. Je vous avais expliqué que si j'avais un diffuseur unique dans mon milieu, et même si j'avais un aberrateur, je peux utiliser le retournement temporel, même si le diffuseur est passif. J'envoie une première onde, elle passe à travers l'aberrateur, elle s'abîme. S'il y a un diffuseur, il y a un écho, je capte l'écho, et même il peut être très compliqué si je le retourne temporellement, juste le bon écho de ça, il refocalise. Mais il faut un diffuseur. Ici, je n'ai pas un diffuseur, j'ai plein de diffuseurs. Alors on peut aller une étape plus loin, on peut dire, rappelez-vous ce que j'ai dit sur le retournement temporel itératif, je vous avais dit quand j'ai 2 diffuseurs, ou 3 ou 4, mais s'ils sont distincts, s'ils sont séparés les uns des autres de plus d'une distance focale, si j'envoie une première onde, j'écoute les 2 échos, du diffuseur A et du diffuseur B, je retourne temporellement, ça rééclaire le diffuseur A, ça rééclaire le diffuseur B, et j'écoute le nouvel écho qui sera A carré, l'autre B carré, et si j'itère, au bout d'un certain temps, j'ai choisi le point le plus brillant. Et je focalise dessus. Et j'ai trouvé ce qu'on appelait le premier invariant du retournement temporel, qui était aussi ce qu'on appelait le premier vecteur propre de l'opérateur de retournement temporel, qui focalisait sur ce point. Mais pour sélectionner entre 2 points, un point, il fallait que la distance entre les 2 points soit plus grande que la tâche focale. Parce que sinon, quand vous éclairez le point A avec une tâche focale qui bave sur le point B, et quand vous éclairez le point B avec une tâche focale qui bave sur le point A, les croisements des 2 tâches focales font que ce qui revient n'est pas A carré, B carré. Donc il faut que ce soit plus grand. Or, ce que je dis est valable si j'ai 2, 3, 18, 100 diffuseurs. Mais quand j'en ai 1 milliard de milliards, tous répartis dans ma tâche focale, j'ai beau essayer d'itérer, ça n'itère pas, ça ne converge pas. Et donc on s'est posé la question. Et là, je vous montre un exemple, une barrette, un milieu aberrateur, un milieu idéal, juste une cible dans le glow. Paf, on émet une onde, on écoute l'écho. Voilà, on a un beau front, il est enregistré. C'est la réponse du diffuseur. Ça, c'était si j'avais juste un diffuseur. Et maintenant, si j'ai cette réponse, si je la retourne temporellement, elle focalisera dessus. Maintenant, je focalise dans un milieu, je crois focaliser bien, parce qu'au début, je crois que je focalise, c'est-à-dire je mets une loi cylindrique de courbure ou sphérique, je focalise, mais il y a un aberrateur. Je vais vite m'en rendre compte, parce que si j'analyse les corrélations du speckle, je vais voir que ce n'est plus du tout une fonction de triangle. Mais si je focalise dans ce milieu, si j'écoute l'écho, il revient d'une zone un peu large, où il y a plein de diffuseurs, et je reçois ce bruit. Et je me dis, ça, si je prends ce bruit que j'ai reçu, si je le retourne temporellement, et si je le renvoie, et si j'itère, est-ce que ça va converger? Jamais. Vous prenez ce bruit, vous le retournez, vous renvoyez, et vous continuez. Sur du bruit, vous allez recréer chaque fois un nouveau bruit, mais ça ne convergera jamais vers une solution. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'on peut faire mieux? Et là, on a une idée marrante que je vais vous montrer de 2 façons. L'idée qu'on a eue est la chose suivante. Quand vous focalisez avec une barrette de transducteur, si
vous apprenez exactement à compenser l'aberrateur en trouvant la bonne loi de focalisation. Vous savez focaliser en un point. Mais vous savez qu'il existe toujours, quand vous avez un aberrateur, en particulier quand il est près d'un réseau, il y a ce qui s'appelle un angle isoplanétique. C'est-à-dire, si vous savez focaliser sur ce point, par exemple, vous avez appris par retournement temporel, c'est un point qui vous a émis un front de ce point, vous l'avez en mémoire là. Quand vous avez ce front, vous pouvez l'anguler pour le faire aller à gauche et à droite. Et sur un certain angle, la loi de focalisation que vous avez appris sera toujours bonne si vous rajoutez un effet de retard qui est un effet de prisme. Et il existe un angle qui s'appelle l'angle isoplanétique. Ça, c'est très connu en astronomie. En astronomie, quand vous avez un télescope que vous déformez pour qu'il focalise bien sur la lumière qui vient d'une étoile, il n'y a pas que l'image de l'étoile qui est nette, il y a un petit angle autour où les images seront aussi nettes. Parce que ce que vous avez appris est valable pour ce point, mais sur un certain angle. Et donc, l'idée que nous avons eue est la suivante. Quand vous émettez focaliser, vous croyez que vous focalisez bien, mais en fait, on focalise mal, puisqu'il y avait l'aberrateur. Au début, on n'a pas de retournement temporel. Vous écoutez les échos, voilà ce bruit. Ce bruit est une réalisation du speckle que vous enregistrez à travers un aberrateur. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que ce bruit est aléatoire. Il vient d'une réflectivité qui est aléatoire. Et votre but dans la vie, c'est d'enlever l'aléatoire. Nous n'aimons pas l'aléatoire, on veut rendre tout déterministe. Donc, en fait, il faut moyenner des réalisations. Alors, si je savais bouger mon milieu en 50 positions, je pourrais faire la moyenne de tous les bruits à travers l'aberrateur. Mais je ne sais pas bouger mon milieu. Il est là. Je peux envoyer des ondes de cisaillement pour le faire gigoter, mais il ne gigotera pas beaucoup. Mais je peux faire mieux. Je peux mettre dans ma mémoire ce bruit qui vient de ce tir. Et je peux dire maintenant, comme j'ai un angle isoplanétique, je vais créer 25 autres tirs focalisés près de ce point. Et je vais par exemple en mettre 2 à gauche, 2 à droite. Et je vais rajouter une loi de retard à mes retards habituels pour focaliser avec un angle θ. Et puis je peux apprendre à tirer donc en 5 zones, et puis je peux faire 5 profondeurs. Je vous donne un exemple. 25, c'est bien pour faire du Moyen-Âge. Et donc je fabrique 25 couples de 25 angles qui sont dans l'angle isoplanétique que je peux faire, et à différentes distances. Et j'acquiers 25 réalisations du speckle. Mais quand je les acquiers, elles viennent de zones en oblique. Mais comme je connais la loi de retard que j'ai mise, je peux compenser, quand j'ai ces bruits, des lois de retard complémentaires que j'ai émises. C'est-à-dire que je peux faire dans une zone de la micro-angulation pour stocker dans mes mémoires électroniques 25 patterns de speckle temporels, spatio-temporels, et que je stocke. Et quand je fais ça, pour une position, j'avais un speckle, pour une autre position, j'ai un autre speckle, pour une autre position, j'ai un autre speckle. Je fais les recentrages en remettant les lois de retard, et quand je les ai recentrés, je les somme tous. Et quand j'ai sommé ça, j'ai le signal somme de 25 speckles, et je le retourne temporellement, celui-là. Et quand je fais ça, il se passe quelque chose. Ça commence à accrocher. Et bon, ça, c'était 2 réalisations de 2 speckles. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous vous rappelez que quand je focalisais là, je créais dans mon milieu un champ qui n'était pas beau, qui était le champ P aberration. Maintenant, je rends compte du speckle. Donc, ce qui ressort de ça, le champ diffusé, c'est P aberration que multiplie la réflectivité moyenne, qui est la réflectivité aléatoire. Ça, c'est une fonction aléatoire, et j'aime pas l'aléatoire. Et la fonction aléatoire, quand je regarde toute cette couche, ça correspond à un miroir aléatoire qui a une réflectivité qui est une fonction principalement qui est un déphasage aléatoire. Ça peut s'écrire R de x égale exponentielle j phi de x. Et phi de x, c'est typiquement une variable gaussienne. Donc ça, c'est mes phases aléatoires de ma réflectivité. Qu'est-ce que je fais ? Je fais un premier tir, j'écoute ça et je le laisse se repropager et je capte. Mais maintenant, je fais un deuxième tir où j'angule. Et hop, j'angule à gauche. J'ai créé un petit tilt et donc je vais éclairer une autre zone. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais pu bouger mon milieu, mais c'est difficile de bouger le bonhomme et par rapport à la barrette. Donc je préfère bouger mon faisceau. Et donc, je vais avoir une nouvelle réalisation de ce speckle et je vais faire un autre angle. Et en fait, j'en fais 4, 5, et puis je fais d'autres profondeurs. Et quand je somme tout ça, qu'est-ce que je fais ? Je fabrique finalement un P scattering moyen, quand je fais la somme de tout, qui va dépendre de la valeur moyenne de la réflectivité. Et même quand vous avez une réflectivité qui est une fonction aléatoire, sa valeur moyenne, c'est une constante. Cette constante dépend de la variance de votre loi de réflectivité. Et c'est une constante qui vaut, je ne sais pas moi, 0,4. Donc ça, c'est un nombre qui n'est plus aléatoire. Et donc,
En ayant fait cette opération, je fabrique une réflectivité équivalente. Tout est linéaire dans mon stockage d'informations. Je fabrique une réflectivité équivalente qui n'a plus ce terme R de x, aléatoire. Ici, il y a cette constante que je peux sortir. Et donc, j'ai fabriqué, alors que mon milieu était aléatoire, je l'ai éclairé par ce faisceau, et j'ai fabriqué un p-scattering qui a la forme du faisceau, mais le faisceau maintenant est déterministe, il n'y a plus d'aléatoire. Et ce faisceau, hop, il revient en marche arrière, je le capte, et donc maintenant, quand on a compris ça, on a compris qu'on a enlevé l'aléatoire en faisant de la microangulation, et on comprend maintenant que ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. On focalise à un endroit, on va mal focaliser. On écoute tout le bruit de speckle, on le stocke. Puis on microangule, on fait 25 positions. On restocke tous ces bruits, on les recale. On a fabriqué un nouveau signal. Ce signal, on le retourne temporellement maintenant, on l'émet. Donc ce signal va éclairer à nouveau le milieu. Et on va à nouveau écouter ce qui revient. Et on va maintenant, ce signal beaucoup plus compliqué, on va le microanguler à nouveau. Et on va faire à nouveau une moyenne de 25 réalisations. Et on va itérer. Au premier tir, la fonction d'éclairage avait 3 bosses. Une bosse un peu plus grande que les 2 autres bosses. Grâce à la microangulation et au Moyen-Âge, c'est comme si ma réflectivité de mon milieu, au lieu d'être une réflectivité aléatoire, la réflectivité était devenue une réflectivité à 3 bosses. Quand j'ai une réflectivité à 3 bosses, je vous ai expliqué que quand j'itérais le retournement temporel, les petites bosses vont disparaître au profil de la grande bosse. Et donc, si j'itère 3 fois, 4 fois le retournement temporel, paf, au bout d'un certain temps, il ne va que sur la grande bosse. Et il a trouvé une étoile brillante dans le speckle, qui est l'endroit où le faisceau, à cause de l'aberrateur, a eu son max. Bon, alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe s'il y a 2 max? Il n'y a jamais vraiment 2 max. Il y a un endroit plus fort que l'autre. Et en fait, quand on fait ça, ça marche. On émet un faisceau dans le milieu, on n'a que du bruit. Voilà notre premier faisceau. Maintenant, on microangule, on en fait 25, on retourne temporellement. On écoute après un retournement temporel. On voit, première itération, on voit un front qui commence à se dessiner. Puis on le microangule 25 fois. On itère, on passe à la deuxième itération, puis on microangule 25 fois, on itère. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a fabriqué une étoile artificielle qui, bien que ce n'était que de la poussière de diffuseur, qui a la forme du lobe principal de votre faisceau initial et qui le prend au carré ou à la puissance n, ou à la puissance 3 ici. Et quand on fait ça, on voit que de ce milieu, ici on avait une vraie cible, on a vu ça, mais le milieu, on a appris à créer une étoile artificielle, on retrouve le même front. Et quand on trouve ça, on peut le faire pour différentes zones du milieu, on apprend à trouver des étoiles artificielles dans différentes zones du milieu, et on peut corriger une image d'échographie, ça c'était une image échographique d'un fantôme où il y avait plusieurs zones qu'on voyait très mal parce qu'il y avait l'aberration qui foutait tout le processus de focalisation en l'air. Eh bien, on a appris à créer des étoiles artificielles, on a trouvé les fronts d'onde, et après on les a utilisés pour corriger l'image, et on a une image qui devient plus nette. Alors quand j'ai dit ça, c'est joli, et ça peut être très rapide, et on est en train de l'implémenter sur les échographes de Supersonic Imaging pour avoir un système d'autofocalisation. Mais ça peut aussi s'entrevoir à travers la méthode Dort, avant de passer la parole à Arnaud. Et ça, je vais vous montrer. C'est une étude que j'ai faite avec Jean-Luc Robert, qui est chez Philips, à Briarcliff, mais qui était un étudiant de l'ESPCI. Et comment utiliser la méthode Dort, où je vous avais expliqué que quand j'itérais des phases de retournement temporel, plutôt que d'émettre, de recevoir, d'émettre, de recevoir, je pouvais tout remplacer par des maths. C'est-à-dire je pouvais faire émettre chaque transducteur un signal, chaque autre transducteur reçoit un écho, et j'enregistre tous les couples d'échos. Et quand j'ai tous les couples, j'ai une matrice d'informations. Et je vous avais expliqué que je pouvais bâtir un opérateur qui s'appelle l'opérateur de retournement temporel, et que ses valeurs propres et ses vecteurs propres correspondaient. La plus grande valeur propre, c'était la cible la plus brillante, la deuxième, la cible moins... Bon. Eh bien, là, ce qu'on a fait avec Jean-Luc Robert, c'est qu'on a inventé une nouvelle méthode Dort, qu'on appelle F-Dort, F comme focalisé. Au lieu de faire émettre le transducteur numéro 1, I, et recevoir avec le numéro J, et faire tous les couples, on a décidé que la base qu'on va utiliser, c'est un groupe de transducteurs. Et on va éclairer un milieu, par exemple, s'il y a 2 cibles. On éclaire un milieu, on focalise. S'il y a 2 cibles, on va écouter sur tous les transducteurs ce qui revient. Donc on va recevoir sur les transducteurs, l'écho, c'est tout ça. Donc pour l'émission numéro 1,
on reçoit ces signaux. C'est des signaux du temps, on en fait une transformée de Fourier en fréquence, et on regarde pour la fréquence, disons 3 MHz, ce que vaut l'amplitude et la phase. Et ça, c'est ce qu'on appelle une colonne de la matrice. Elle correspond à ce tir. Maintenant, on va translater ça, et on va recevoir un nouveau front d'onde. Et, bon, que je n'ai pas montré, ça va donner une deuxième colonne de la matrice. Et en fait, on va avancer d'un pas, d'un transducteur chaque fois. Et on va bâtir une matrice qu'on appelle la matrice K focalisation. Ce n'est pas la matrice K canonique de Claire-Prada, où chaque élément émettait, chaque recevait. C'est un groupe d'éléments émet, focalisés, si on croit qu'on focalise bien, et tous les autres écoutent. Et donc, c'est une matrice qui est rectangulaire maintenant. Elle n'est plus obligatoirement carrée. Il peut y avoir plus d'éléments qui écoutent que d'ouvertures qui focalisent. Bon, on a cette matrice. Et quand on a cette matrice, on peut bâtir ce que je vous avais expliqué être l'opérateur de retournement temporel. C'est-à-dire qu'on peut bâtir l'opérateur K focalisation que multiplie K transpose conjugué, qui est l'opérateur qui simule un retournement temporel. Et alors, ça, c'est assez intéressant, parce que quand on utilise... ça permet d'aller vers un concept qu'on appelle le concept de transducteur virtuel. Si vous focalisez avec une barrette, ce n'est pas comme si l'élément bleu émettait en divergent. Vous émettez un truc focalisé qui arrive là. C'est comme si vous aviez une onde divergente qui part de ce point. Ce point, on l'appelle un transducteur virtuel. Quand ce groupe focalise, c'est comme si vous avez un émetteur qui est là, qui a une taille qui vaut lambda f sur d. Et en fait, quand on fait du f d'Ort, oui, bon alors ça je vais peut-être... Quand vous focalisez là, c'est comme s'il y avait un transducteur qui est là, qui est très près ici du diffuseur, qui vous renvoie un écho que vous captez. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe si le transducteur est derrière. Bon, il y a encore une astuce de retournement temporel, mais je ne vous en parle pas parce que ce n'est pas nécessaire pour le topo qui est là. Mais ici, vous voyez que si vous avez une barrette de transducteur, physiquement, il n'y a qu'une barrette. Mais vous faites émettre des ouvertures focalisées à une certaine profondeur. En fait, c'est comme si vous avez, quand vous écoutez tous les échos sur la barrette physique, c'est comme si vous aviez deux barrettes, une barrette virtuelle de transducteurs d'émission, les transducteurs verts, et une barrette vraie de transducteurs de réception. C'est comme si vous aviez deux barrettes, mais l'une dont vous pouvez choisir la profondeur dans le milieu. Et vous avez un opérateur de retournement temporel comme celui que j'avais expliqué la dernière fois, que vous pouvez bâtir. Et cet opérateur est très intéressant. Pourquoi ? Parce que quand vous avez cet opérateur, si vous cherchez à le diagonaliser, vous savez qu'il suffisait de prendre Kfoc et chercher sa décomposition en valeur singulière. Et vous pouvez trouver, quand vous avez ces deux barrettes, si vous avez deux cibles, vous allez trouver ce qu'on appelait les vecteurs propres. Vous allez voir qu'il y a deux vecteurs singuliers forts, et qui sont les fronts qu'il faut émettre de ce plan pour focaliser sur cette cible, ou de ce plan pour focaliser sur cette cible. Et donc, vous pouvez compter les cibles. Ça, c'est quand vous avez un nombre de cibles restreint. Si, par exemple, vous focalisez à la profondeur où il y a la cible, alors vous allez avoir la fonction de Green vue de la barrette virtuelle, mais qui est sur la cible. Et donc, vous allez avoir ici un point. Et quand vous jouez à ce jeu, vous trouvez des tas de choses très amusantes dans f d'Ort, mais vous allez surtout trouver quelque chose d'intéressant, qui est la chose suivante. Maintenant, imaginez que vous avez votre réseau de transducteurs qui focalise dans du speckle. Cette fois-ci, ce n'est pas deux cibles, trois cibles, mais à nouveau du bruit. Je focalise, j'écoute ce qui vient d'une fenêtre. Je bâtis, j'écoute tous mes échos pour une position, ça me donne à une fréquence, une colonne. C'est la réponse de ce milieu aléatoire. Puis je peux translater, crac, je tire à côté, je vais avoir une nouvelle répartition de speckle et j'écoute les signaux, et après je passe une transformée de Fourier et à une fréquence, je regarde et j'ai une autre colonne. Et j'ai donc une matrice qui est aléatoire que je capte. J'introduis quasiment des choses dont on va parler tout à l'heure, Arnaud, mais vous avez donc une matrice qui a un comportement aléatoire parce qu'elle revient de distribution aléatoire. Et vous vous posez la question, quelle information il y a dans les vecteurs propres et les valeurs propres de cette matrice ? Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si vous bâtissez l'opérateur qu'on appelle l'opérateur de retournement temporel, qui est K Fock que multiplie K hermitien, eh bien, cet opérateur, si vous regardez ces éléments, Mn, entre deux éléments, ça n'est rien d'autre que la somme sur toutes les transmissions, c'est-à-dire tous les faisceaux que vous avez transmis dans le milieu, des Kfoc sentis par le transducteur à la position M par Kfoc sentis par le transducteur à la position N. Et là, vous voyez apparaître
la fonction de corrélation des échos entre le transducteur M et N. Et vous vous rappelez que la fonction des corrélations des échos, si vous avez bien focalisé dans du speckle, la fonction de corrélation, c'est une matrice, c'est un triangle, la fonction de corrélation spatiale. Et quand vous étudiez cet opérateur, si vous le tracez, cet opérateur, si le milieu est homogène, l'amplitude de la matrice, et ce sont des triangles. Si je fais des coupes, je vois des triangles. Et je vois que j'ai bien focalisé. Si le milieu est hétérogène, ça ne marche pas. Au lieu d'avoir une fonction de corrélation spatiale large, j'ai perdu de la corrélation. Et donc, quand vous avez ça, vous avez fabriqué un opérateur qui a focalisé à des tas d'endroits du speckle, a écouté tout, a calculé l'opérateur de retournement temporel, a trouvé si ça ressemble, si on a bien focalisé ou pas bien focalisé. On le voit tout de suite. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez profiter de cet opérateur et chercher sa première valeur propre et chercher le vecteur propre qui lui est associé. Et quand vous faites ça, vous inventez une technique qui ressemble à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. F-dort dans le speckle, c'est la même chose que dort pour un objet virtuel. Et l'objet virtuel dont il s'agit, que vous avez bâti sans le savoir, c'est un objet virtuel, bien qu'il était aléatoire au départ. Comme vous avez moyenné sur beaucoup de positions, l'objet virtuel, c'est le carré de la pression. Et c'est comme si vous aviez fabriqué une réflectivité qui est le carré de la pression. Et si vous êtes passé dans un aberrateur, c'est le carré de la pression à travers l'aberrateur. Et en fait, quand on utilise cette méthode F-dort, c'est très puissant. Vous partez là, vous focalisez, ça focalise très mal. Vous écoutez le speckle, vous enregistrez maintenant, vous faites du F-dort, c'est-à-dire vous émettez, vous avez des petits groupes de transducteurs qui focalisent, vous écoutez le bruit, vous translatez, vous stockez tout ça. Vous demandez à l'opérateur F-dort à une fréquence, calcule-moi la valeur propre la plus forte, il la trouve. Calcule-moi le vecteur propre, c'est une loi de phase et d'amplitude, et il émet cette loi de phase et d'amplitude. Et s'il émet cette loi de phase et d'amplitude, le déphasage qu'on avait introduit ici, c'était la courbe noire. Il trouve une première loi de phase qui n'est pas très bonne, parce qu'il a appris à focaliser, mais très mal dans le milieu. Parce qu'il a trouvé ce que je vous avais expliqué quand je stockais 25 positions, quand j'itérais, quand je focalisais, je vais focaliser un peu mieux vers le lobe principal, mais il y a encore des tas de lobes pas beaux. Et après, on refait, on a trouvé un nouveau front, et on fait un F-dort avec le nouveau front. Et on continue. Et alors, on fait ça. La deuxième fois, ça va un peu mieux. Et puis la troisième fois, ça va bien. Et on a un facteur qui est en fait le calcul entre la valeur de la première valeur propre et la somme de toutes les autres valeurs propres. C'est le rapport qui vous donne 0,6. Et quand on a atteint 0,66, je ne vous explique pas pourquoi, on sait qu'on a focalisé. Et on a utilisé cette méthode. On a une barrette, on est devant un milieu où il n'y a que du speckle. On n'y voit rien, le milieu est flou. Et on peut physiquement le faire. Alors, physiquement, voilà l'image que produit un échographe devant cet aberrateur. Et au fur et à mesure des itérations, on fait ça. Et à la fin, on a un bon contraste. Et je vous montre une image aberrée. Et ce truc permet de ressortir les cibles correctement. Donc, on a des pistes. F-dort est très lourd parce que F-dort nécessite de faire ça fréquence par fréquence. Et comme on a un large spectre, il y a beaucoup de calculs. Et en plus, il faut itérer le F-dort. Mais la première méthode que je vous ai expliquée, qui est la microangulation pour fabriquer un objet quasiment déterministe alors qu'on a éclairé que du bruit, c'est une méthode très puissante parce qu'elle permet de vous faire un réflecteur équivalent qui est le carré de la pression que vous avez émis. Et le principe du retournement temporel itératif, là, vous permet de gagner, et c'est un point qui est sélectionné. Donc, ça, il y a encore beaucoup à faire pour que ce soit implanté sur un échographe pour le faire très rapidement. La première méthode est certainement plus rapide que F-dort pour faire ça. Et on verra après comment, en mettant ça sur un sein ou sur un foie derrière des couches de graisse un peu costaud, comment ça améliorera réellement. Mais pour le moment, rien de tout ça n'est temps réel, parce que et peut-être que dans l'avenir, on implantera ça en temps réel. Alors, je vais arrêter là. Tout ce que j'ai dit, c'était un régime de diffusion simple, parce que je vous avais expliqué que dans le corps humain, les diffuseurs étant assez faibles, ce qui dominait, c'est la diffusion simple. Maintenant, quand les diffuseurs deviennent forts dans un milieu,
il y a aussi des chemins de diffusion multiples qui font que le temps d'arrivée d'un écho ne correspond plus à une profondeur parce qu'on ne sait pas par quel ensemble de chemins on est passé. Et ça, Arnaud va vous en parler, et Arnaud vous montrera que les méthodes qu'ils ont développées permettent d'aller un peu plus loin et de se poser la question, est-ce que vraiment le corps humain, ça n'est que de la diffusion simple? Et vous verrez que Arnaud et la méthode qu'Alexandre Aubry a développée avec lui montrent que quand on va assez profond dans le corps humain, les chemins de diffusion multiples commencent à apparaître et à gêner. Et la diffusion multiple, c'est aussi le problème majeur qu'on a lorsqu'on veut faire de l'imagerie, non pas dans le corps humain, mais dans du béton ou dans un acier austénitique de centrale nucléaire pour voir la présence d'un défaut, ou dans un milieu granulaire, où là les ondes avancent en zigzag et suivent des chemins très compliqués. Et une des questions, comment trouver un défaut au milieu de la diffusion multiple? Ça, c'est un challenge. Et la méthode d'Oort revisitée par des tas de concepts qu'Arnaud va vous présenter permet d'approcher de solutions, et de solutions très élégantes. Donc, j'arrête mon topo là. Il est pile 17h. J'ai tout respecté et donc je peux répondre à quelques questions avant qu'on passe la parole à Arnaud.